Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Confessions créatives. Et aujourd'hui, on reçoit Audrey Dodo, alias Niki de Bassam. Bonjour Audrey. Bonjour Massan. Merci d'accepter notre invitation. Merci à toi. C'est très gentil de me considérer, dis donc, dans les confessions créatives. Et on te considère parce qu'effectivement, dans l'industrie musicale africaine, tu es une grande figure. Et en tant que femme. En tout cas, tu œuvres pour que les artistes puissent exister de par leurs œuvres. Tu fais de sorte que les artistes puissent briller de par leur talent. Et nous, dans Confessions créatives, on met en avant ce genre de valeurs sûres, des personnes en tout cas qui portent la culture, l'art, les artistes, etc. C'est un grand honneur pour nous de te recevoir. Ce n'est que moi, hein. Vraiment, merci Et vraiment. on t'appelle Audrey ou on dit Niki de Bassam parce que voilà, Bon, sous les deux. ça dépend du contexte. On m'a connue sous le pseudonyme Miss Niki. Ok. Miss Niki de Bassam parce que bon bah je suis bassamoise, donc qui est vraiment une ville de la Côte d'Ivoire, voilà, une région de la Côte d'Ivoire. Et Audrey Dodo, bah, qui est mon nom à l'état civil. Voilà, la fille du feu Paul Dodo, voilà. On va en arriver, parce que Niki de Bassam, Audrey Dodo, pour que voilà, nos internautes, spectateurs aussi puissent comprendre qui est Audrey. On va faire un 360. Alors là, oh mon Dieu. On va faire un 360 rapide sur ton parcours, le personnage en fait. Les études. Alors là, je sais pas parler de moi, je sais parler des autres. Donc ça, c'est un exercice qui est assez compliqué pour moi. Comment parler de soi? Ben écoute, déjà, comment me nommer? Ça dépend vraiment du secteur dans lequel je suis, puisque j'ai un peu touché à beaucoup de choses depuis que j'ai commencé. Disons que dans le milieu créatif, c'est plutôt Miss Niki. Miss Niki, c'est un personnage haut en couleur, un personnage généreux, un personnage pardon, curieux de découvrir des nouveaux talents, des artistes, des accompagner, vraiment une femme passionnée. Okay. Voilà. Et Audrey Dodo, c'est une jeune femme issue de sa banlieue, fière de sa banlieue, originaire de Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui a gravi les échelons grâce à Dieu et aujourd'hui qui vit de sa passion. Voilà. Et Audrey, originaire de Côte d'Ivoire, de Grand Bassam notamment, à quel moment est-ce que tu arrives en France? Et alors, ça commence dans le cadre des études, c'est la profession qui t'envoie. Est-ce que ton profil est très très atypique, hein? Tu commences à la radio en tant qu'animatrice. Par la suite, tu vas être attachée de presse. Tu vas avoir ton magazine. Enfin, il y a beaucoup de choses à découvrir sur Audrey. Donc, on veut vraiment commencer par le commencement. Oh là. Eh bien, j'arrive en France à l'âge de 6 ans. Tout simplement pour rejoindre ma mère qui a fait sa place par elle-même à Paris. Voilà, qui travaillait, c'est pas une pub, hein, mais ça n'existe plus, France Télécom. Voilà, donc je suis venue la rejoindre avec mon grand frère qui était déjà là, et puis je suis venue pour, voilà, elle voulait me donner un bel avenir, et puis voilà, c'est pour ça que je suis arrivée en France, pour des raisons familiales tout simplement. Et je suis arrivée directement à Paris dans le 19e. Voilà, très beaux souvenirs, je garde de très beaux souvenirs de cette période-là. Et le parcours scolaire, lycée, universitaire, directement, tu sais ce que tu veux faire? Alors, je suis passée par plusieurs phases, hein, parce que moi, je suis très volubile. Hein. C'est-à-dire que je suis passée au départ, je voulais être pharmacienne, parce que j'aimais bien les pharmaciens. Mais en fait, je comprends pourquoi je voulais être pharmacienne, c'est parce que je trouvais que les pharmaciens avaient un métier de contact. C'est là que j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais le pharmacien toujours en train de demander aux gens si ça va, machin, ça discutait un peu. Bon, peut-être que la profession a un peu changé. Et j'aimais bien. Et puis j'aimais bien les voir écrire sur des médicaments, enfin bon bref. Et donc voilà, et puis à l'école j'étais toujours bout en train, donc j'ai beaucoup d'instituteurs, on dit plus trop ça maintenant, mais maîtres d'école ou autres, qui me disaient que j'étais haut en couleur et qu'il fallait que je fasse du théâtre, on me le disait souvent.
qu'il fallait faire du théâtre, il fallait que je fasse quelque chose. Et ça, c'est quelque chose Dans le qui domaine revenait artistique. dans le domaine artistique. Et ça, c'est quelque chose qui me revenait souvent, mais que je ne considérais pas étant jeune, hein. Et puis, en grandissant, ben, j'ai rien cherché, c'est venu à moi tout seul, en fait. Je sais pas. OK. Et tu retrouves ta voix avec le temps, petit à petit. Ouais. Parce qu'il faut noter que tu es la fille d'un très grand musicien en Côte d'Ivoire, Paul Dodo. Oui. Zéa, Zéa, Oui, Zéa. c'est ça. Tu vois? Ouais. Et est-ce que ça aussi, ça a été une inspiration? Est-ce que ça t'a donné envie de cibler en fait ce que tu voulais faire? Parce que tu as grandi dans le showbiz quelque part. En fait, je me rendais pas compte parce que c'était naturel. Et en fait, quand on est enfant d'artiste, je pense qu'on voit son papa comme on voit son père, son paternel comme son papa, en fait. Moi, je voyais pas l'artiste forcément quand j'étais petite. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, un enfant, lorsqu'il grandit, il a des influences dont il se rend pas compte. Et ça commence à s'affirmer plus tard. Et je pense que j'ai commencé à avoir une appétence pour l'écriture. Donc ma mère s'en souviendra, j'écrivais des histoires dans des petits cahiers, je dessinais un peu, je dansais, enfin j'avais toujours cette appétence-là. Et c'est vrai que lorsque j'étais plutôt à l'âge de l'adolescence, ça s'est beaucoup plus imposé à moi. Voilà, donc j'ai compris aussi avec mon père, j'ai compris aussi que j'avais cette fibre en fait. Mais celui qui a permis de m'ouvrir les yeux sur cette fibre-là, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a beaucoup d'années, qui est Benito de Londres, Monsieur Mamadou Diabaté. Le mentor des mentors. Voilà, je l'appelle le mentor. C'est vraiment lui qui a mis le doigt en fait sur ce que je n'arrivais pas à voir, qui était cette créativité en fait. Et comment est-ce qu'il te repère? La rencontre se fait comment? Oh là là, mon Dieu. C'était les débuts où je commençais à découvrir la nuit parisienne, parce que je suis de nature très curieuse. Et voilà, en banlieue, on peut vite s'enfermer. Et lorsque j'ai commencé à vraiment, au gré de mes études, faire de nouvelles rencontres, aller à l'université, puis après j'ai bifurqué vers un BTS complètement administratif. Mais je veux dire que je rentrais plus dans la ville de Paris et j'ai vu qu'il y avait vraiment une effervescence au niveau de la diaspora africaine qui me passionnait. Et donc j'ai commencé parce que je pense que c'est dans le sang aussi, je suis assez festive. Voilà, donc j'ai commencé un peu à écumer les soirées africaines, parisiennes. Et puis j'ai croisé bien sûr cet oiseau de nuit, Benito, à ce moment-là. Et par rapport à ma locution, à ma façon de parler, il m'a dit, écoute, on a besoin de femmes comme toi dans le milieu. Il y en a pas assez. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Puisque je voyais rien de... Il avait la révélation. Hein. En fait, il m'a tout de suite identifié comme ça. Les gens ne savent pas, mais en fait, il m'a repéré en voyant comment je parlais. Et puis, il m'a dit, écoute, on a besoin de femmes comme toi qui puissent présenter, qui puissent faire des choses. Et puis, au départ, j'ai pas pris ça au sérieux. Parce que même, il faut du temps pour adhérer à une idée. Et puis, du coup, je l'ai suivi. Et quand tu l'as suivi, tu vas animer une émission avec lui. T'as le bon son. T'as le bon son, ouais. T'as le bon son avec Fatim Camara, qui est directrice aujourd'hui je crois du protocole à l'ambassade de Côte d'Ivoire de France. Donc il y avait une petite radio dans l'enceinte même de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Et puis on a commencé effectivement avec notre Dream Team, voilà, pour mettre en avant toute cette pluralité qu'il y a au niveau de la diaspora. Donc il y avait Benito, il y avait le grand Augustin Lobé, voilà, donc c'était un très beau moment. Et ça va être un début pour toi dans ce milieu de présentation. Sans m'en rendre compte en fait. Parce que moi je venais vraiment la fleur au fusil, hein, franchement. Benito me dit, toi, tout ça, des fois tu méprises les choses. C'est pas que je méprise, mais c'est qu'en fait je me rendais pas compte en fait, parce que lui il avait déjà cerné que j'avais ce talent-là d'animation, mais moi je l'avais pas du tout identifié. Je venais vraiment la fleur au fusil quoi. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, rencontrer des artistes. Quand on rencontrait des artistes, je me rendais compte que beaucoup n'étaient pas structurés.
Et ça aussi, on Voilà, va y beaucoup arriver, n'étaient on va pas en structurés parler. parce qu'ils venaient, c'était compliqué de préparer les émissions, ils n'avaient pas forcément de dossier de presse, ils avaient besoin d'un appui en communication et donc moi, naturellement, je le faisais sans m'en rendre compte que c'était un métier. Exactement. Voilà, Parce qu'en donc c'est fait, comme tu ça commences que... l'animation Ouais, et de fil en aiguille, tu vois qu'effectivement, ce que Benito, il a dit, il n'avait pas tort. ouais, Et toi, ta vision commence à grandir. Tu commences à ouais, voir les choses aussi autrement. Tu exactement. t'auto-formes, entre guillemets, Je m'auto-forme et clairement, ouais. tu vas aussi accompagner des Ouais. artistes. Mais vraiment par passion, hein. Mm. C'est qu'au départ, je croisais des gens que je regardais à la télé à l'époque, donc quand je les vois, je suis pas une groupie, donc en général, je reste professionnelle, même lorsque je rencontre un artiste, mais c'est-à-dire que j'avais ce besoin de l'observer en me disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en fait, parce que c'est dommage, vu l'image que tu as, il te manque ci, il te manque ça, donc je le faisais sans même parfois être rémunéré, enfin c'était vraiment de manière très passionnelle, hein. Donc bon. Et du coup, avec le temps, tu vas créer MN Showtime. Oui, ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Du coup, tu accompagnes Ouais. les artistes à faire les dossiers de presse, C'est ça. à mieux gérer l'image, Ouais. à savoir diriger un peu les émissions. Comment est-ce, enfin, Bah, dans en leur fait, MN communication. Showtime, en fait, c'est-à-dire que c'est comme si c'était déjà, c'était quelque chose d'évident dont je ne me rendais pas compte, mais j'étais happée par ça. Okay. C'est-à-dire que j'ai jamais eu pour ambition de créer MN Showtime, qui était en fait pour moi à ce moment-là mon agence de communication pour me structurer, parce que je peux pas dire que les artistes sont pas structurés et puis moi je suis comme ça, voilà, volante. Donc j'avais déjà commencé dans mon coin avec un blog qui s'appelait Okoi Media. Ouais. Donc j'écumais un peu les soirées, les vernissages, les machins. Donc je parlais un peu de ce qui se passait à Paris au niveau Finalement, afro. le monde artistique devient ton univers. C'était mon univers en fait. Et c'était une évidence tout simplement. Donc MN Showtime est venu un petit peu chapeauter un peu tout ça, structurer un peu tout ça. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment développer cette activité de relations presse, à faire des tours médias, des dossiers de presse pour Lino Versace, les mousseurs, Pamela Badjogo, plein. Pléthore d'artistes. Oui. Et jusque-là, tout va bien. Oui. Tout va bien, ça fonctionne. Oui. Et tu vas être chroniqueuse à Vox Africa. Oui. On a l'impression, la roue tourne, hein. Tout va bien. Oui, enfin, oui. Non, mais c'est vrai que là, quand on m'en parle, on peut avoir l'impression que peut-être que je me suis débattue pour pouvoir... Je me suis débattue parce qu'en même temps, j'ai dû gérer aussi ma vie de femme, ma vie de compagne, ma vie de mère. Je devenais mère aussi à ce moment-là. Donc c'était pas évident. C'est vrai que je me suis battue parce qu'il faut pouvoir s'imposer dans le milieu du showbiz. C'est un milieu qui n'a pas... Ça aussi, on va en parler. Voilà, qui n'a pas d'horaire, qui n'a pas de limite. Exactement. Mais c'est vrai que la télé s'est imposée aussi à moi. Comment ça se fait? Parce qu'il y a Benito aussi qui est toujours. Comment ça se fait? Non, mais c'est pas l'émission de Benito. Hein. Non, mais c'est pas son émission par contre. Non, mais je le taquine, je sais qu'il va le voir. Non, mais c'est Benito qui me susurre ça à l'oreille. Okay. Qui me dit que bon, après la radio, parce qu'à un moment donné, on a arrêté la radio, ça prenait du temps, hein, c'était quand même le soir, j'étais quand même nourrice. Hein. Je venais d'accoucher, j'avais un enfant de 6 mois à peine. Donc je finissais à 23h, c'était pas évident. Et quand on a dû arrêter ça, lui s'est propulsé vers la télé. Bon, moi je regardais ça un peu de loin. Et puis je me disais oh ça peut le faire, mais j'ai jamais osé me lancer. Puis lui il m'a dit mais t'as complètement ta place. C'est toujours lui en fait qui me dit qui me donne un peu ces orientations là. Donc en fait les gens dans la diaspora ne comprenaient pas en fait quel était le rôle de Benito pour moi. C'était tout simplement un grand frère et puis un conseiller spécial donc voilà, donc c'est lui qui m'a... Il est arrivé dans ta vie au bon moment, quelque part. Ouais, je pense, parce que je pense que je n'aurais pas eu le cran de me lancer parce que ça fait un peu peur quand même le milieu du showbiz africain parisien. Donc peut-être que je ne me serais pas lancé ou alors je me serais lancé autrement, Dieu seul sait. Mais en tout cas, voilà, c'est lui qui m'a susurré l'idée de vraiment de me lancer sur Vox Africa
Et la productrice, Sol Aïcha, elle aussi a cru en moi, je la remercie. C'était pas évident. Et voilà, je suis rentrée dans l'équipe, et puis c'était comme un poisson dans l'eau. C'est parti. En toute liberté, tu t'exprimais, tu kiffais. Et, ouais, il y avait une très belle ambiance avec donc Sol Aïcha, avec Olivier Enogo, qui était aussi le coproducteur et réalisateur aussi à ce moment-là, qui m'ont très bien accueilli, donc qui m'ont quasiment laissé carte blanche sur ma manière de gérer mes chroniques et autres. Donc c'était vraiment formateur, parce que la télé, c'est un métier à part entière. Hein. C'est pas la même chose que la radio. Donc c'est deux disciplines que j'aime beaucoup, mais qui s'appréhendent différemment. Et voilà, donc ça a été très formateur pour moi. Et en 2021-22, tu vas être nommé. J'ai été nommée. Chez KZit Communication. Ah oui, oui, bah oui. Ouais, 2021-22, parce que c'est entre guillemets le couronnement, quelque part. C'est un peu le Graal d'être nommée directrice générale de la communication de KZit Group. Oui. Explique-nous tout ça. Comment ça se passe? Oh là là. C'est fascinant. Hein. Oui. Enfin, on a l'air comme ça de penser que je me rends pas compte, mais oui, des fois, je me rends pas compte, oui. Des fois, je me rends pas compte. Parce que quand on regarde le parcours de comment ça a commencé. Ouais. Ça a commencé avec un blog. Blog, radio, chroniqueuse. Oui. Aujourd'hui, directrice quand même de communication de KZit Group. Un grand groupe de... Alors, c'est une maison de disques. C'est une maison de disques. C'est une maison de disques, en fait, internationale. Hein, voilà. Fait par les Africains et pour les Africains. Voilà, fait par les Africains et pour les Africains. J'ai envie de dire même fait pour tous, au final. Mais principalement, ça a été fondé par Moussa Wagué, qui est un passionné du métier, un expert aussi dans cette industrie musicale qui mérite justement, qui demande beaucoup de connaissances. Et voilà, il a fondé cette entreprise, d'abord de distribution, puis ensuite une maison de disques, pour, on y revient, structurer les artistes africains, puisque lui-même étant malien d'origine, il a compris qu'il fallait qu'il fasse quelque chose au Mali, puisqu'il avait déjà commencé à travailler déjà sur le sol parisien dans le milieu du rap. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a été artiste avant d'être entrepreneur dans l'industrie de la musique, et qui a mis cette connaissance-là en Afrique. Donc c'est vrai que je pense que le fait de s'investir en Afrique a forcément tourner son regard aussi vers la diaspora africaine. Et puis, écoutez, j'étais peut-être à ce moment-là la brebis blanche parmi les brebis noires. Et donc, voilà, il m'a repéré. Et voilà, on a fait un bout de chemin ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu es nommé, tu prends fonction. À ce moment-là, est-ce que tu réalises, qu'est-ce que tu ressens? Tu te dis, mais j'ai accompli quelque chose là? Non. Ah non? Pas du tout. Non, mais en fait, je sais pas comment je vais le dire. Je suis rentrée chez KZit par conviction. C'est-à-dire qu'en fait, je ne m'attendais même pas à ce que Moussa Wagué me nomme. Dans le sens où je gravitais déjà autour de lui et de ses activités. C'est-à-dire qu'on avait déjà des projets ensemble par rapport à une cérémonie de remise de prix qu'on voulait organiser. Enfin, il a fait des artistes aussi en concert à Paris, donc bon, je vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, j'étais toujours un peu à côté, et donc je pense que en me suivant, lui aussi, il a vu aussi ce que je faisais, il a vu mon parcours, et voilà, pour lui, ça a été une évidence que de me recruter. Mais lorsque je suis venu vers lui, en acceptant cela, c'était beaucoup plus parce que pour moi, j'embrassais carrément sa vision, la vision de KZit, qui était vraiment une maison de disques formée, en tout cas créée par des Africains, par un Africain principalement, pour des Africains, pour les structurer. Et j'étais déjà dans cette démarche-là. Donc, je suis venu vraiment par passion. Par passion, sans me rendre compte du titre, en fait. Parce que pour moi, c'est pas le titre qui fait le travail, c'est justement les résultats qui démontrent le travail de quelqu'un, la plus-value. Donc, je suis vraiment rentré chez KZit par conviction et par envie de réaliser quelque chose. Et par conviction, par envie, mais est-ce que quelque part aussi, ça fait pas écho
à ton papa, parce que lui aussi, il était un ancien membre du conseil administratif du T'es Burida. renseigné, hein? L'équivalent de la SACEM, voilà. Oui, Ton père, il était un membre très actif. Du Et conseil il était d'administration. très porté aussi sur le fait que les artistes puissent vivre de leur art, puissent profiter des retombées, voilà, de ce qu'ils font. Ça te fait écho aussi ou pas? Bah, tôt ou tard, ça m'a fait écho, ouais. Indéniablement, hein. Inévitablement, tout ce qui finit en an. Hein. Donc franchement, ouais, parce que en rentrant chez Kézit, je me suis rendu compte aussi du travail abattu dans cette société pour la défense des droits d'auteur aussi des artistes africains qui n'étaient pas structurés et qui n'avaient pas la possibilité de vivre de leur art. Et c'est vrai que Moussa Wagué a essayé, et puis a même pas essayé, en tout cas il a développé ce volet publishing qu'on appelle dans le secteur, donc qui est l'édition, la gestion des droits d'auteur. Il a développé ça parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a tellement de pépites. L'Afrique, comme je le dis, regorge, est volcanique de pépites, en fait. C'est incroyable, c'est-à-dire que ça fuse comme ça. Mais où sont les retombées? À un moment donné, un volcan, voilà, quand ça éclore comme ça, enfin, on a des retombées. Mais où sont les retombées pour les artistes africains? Et il a vraiment mis en place ce service-là dans les différentes filiales de Kézit. Donc, quand je suis rentré là dans la société, c'est aussi cette conviction-là qui m'a porté, parce que je me suis rendu compte que finalement, sans m'en rendre compte, Moussa Wagué me donnait la chance de suivre les traces de mon père, en fait, sans m'en rendre compte. Hein. C'est magnifique, hein. Mais je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Et puis, mon père était grand orateur, fédérateur, etc. Et finalement, là, le poste qu'il m'a donné me permet de faire la même chose. Donc, je pense que si papa était encore vivant, il serait très content, très fier, je pense. En tout cas, nous, dans la communauté, en tant que femme, c'est une grosse fierté. C'est la raison aussi pour laquelle on a tenu à t'inviter, pour que tu partages avec nous ce parcours qui est fort inspirant. Merci beaucoup. Et tu es à Kézit, tout roule. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est quoi ton rôle? Parce qu'on voit que tu es vraiment au four et au moulin avec les artistes, tantôt sur des tournages de clips, des enregistrements au studio. Enfin, tu fais beaucoup de choses à la fois. C'est quoi ton rôle, on va dire? Alors, je suis directrice générale de la filiale communication de Kézit. Donc, Kézit, qui est la maison mère, qui est la maison de disques. Une maison de disques, c'est quoi? C'est une maison qui est capable de gérer toute la chaîne de musique du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire production, édition, distribution, communication, etc. Donc, on n'est pas juste un label. Le label va vraiment produire. Donc, au niveau de cette chaîne de métiers-là, on a la communication, parce que lorsque le produit est fini, le produit musical de l'artiste est fini, son projet, bah, il faut le vendre, il faut le marketer, il faut communiquer dessus. Donc, j'interviens à ce niveau-là. Donc, c'est une filiale de Kézit, donc j'en suis à la tête avec mon équipe. Donc, on va s'occuper écoutez, de valoriser les œuvres des artistes, donc de les propulser, de les faire connaître aux médias. Donc ça va passer par ce par quoi j'ai commencé, donc de la relation presse. Ça va commencer par, avant même la relation presse, une espèce de direction artistique, c'est-à-dire de vraiment cibler en fait la direction artistique, en tout cas l'essence, j'ai envie de dire la couleur, la palette de l'artiste. C'est très passionnant. Son univers. Son univers, c'est-à-dire ensuite de lui proposer des visuels, des séances photos. Donc on va commencer vraiment, en fait on fait un peu tout hein, chez Kézit Communication, vraiment donner une nouvelle âme artistique, une nouvelle identité visuelle à l'artiste. Ensuite vendre son produit, c'est-à-dire bien communiquer sur son produit. Aujourd'hui on est en train de communiquer sur l'album de Lady Ponce sans faire de promotion. En tout cas l'album de Lady Ponce qui s'appelle Légende, on a tout fait du début jusqu'à la fin. Donc là je vais intervenir sur la direction artistique avec des prestataires choisis minutieusement. On va aussi intervenir sur ses clips, voilà, donc je vais superviser avec les réalisateurs et autres sur le terrain. Donc on va aussi promotionner ces produits-là sur plusieurs chaînes musicales que vous connaissez déjà. On va aussi permettre de faire des concerts. Donc voilà, à un moment donné,
je vais superviser des concerts, donc des concerts que j'ai déjà supervisés. Ça laisse du coup la question voilà. suivante. C'est un peu, voilà, tout ce qui permet de valoriser, mettre en valeur l'œuvre musicale d'un artiste. Voilà. Vendre mieux. Voilà, exactement. Okay. Et en 2023, oui. Tu vas être le chef d'orchestre oui. du concert de Djily Kaba Bintou oui. et Azaya. Oui. Le concert, normalement, devait se dérouler au Ah, Casino. Oui, au Casino de Paris, oui. Et à 48 heures de l'événement, on vous dit que non, c'est pas possible. À 24 heures de l'événement 24 heures, ok. À 24 heures de l'événement, ouais. il faut changer de cadre. Ça se passe comment? C'est la débandade, c'est ah, c'est la débandade. Ah non, mais c'est non, mais ceux qui me connaissent le savent, c'est la débandade. Je vais pas dire non, mais je suis restée complètement dans le contrôle de moi-même. C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul. Ah non, j'ai paniqué. J'ai paniqué, c'est-à-dire que ça faisait des mois qu'on travaillait avec toute l'équipe sur ce concert, que ce soit l'équipe à Paris ou en Guinée, puisque en tout cas, ce sont deux artistes, Azaya et Djily Kaba Bintou, qui sont en tout cas au top de la scène guinéenne. Donc on a travaillé tous ensemble là-dessus, et lorsque on arrive à le spectacle devait être le 23, je crois qu'on est notifié le 22. Moi, je suis vraiment dans la fin, justement. Qu'est-ce que je fais? J'étais en train de faire, en fait, le tour média. Je suis sur la fin du tour média. Tout est vendu. Enfin, les billets sont vendus. Et là, on a quand même une notification qu'il y a un dégât des eaux au Casino de Paris. Donc, moi, j'appelle Moussa, toujours d'un grand calme. Non, mais là, c'est pas possible. Non, mais là, mais machin. À 24 heures du concert. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Et la crédibilité. Non, mais là, bon, lui, vraiment, c'est le vieux loup le vieux lion de la jungle. T'inquiète pas. Bon, voilà, toujours zen. Il a déjà vécu ça. Et puis bon, je reprends le projet en main. On trouve des solutions. C'est-à-dire que bon, voilà, j'emmène les artistes au Folies Bergères, qui était donc la salle qui a été proposée par le Casino de Paris, parce que c'est le même groupe. Ah d'accord, ok. Folies Bergères et Casino de Paris, c'est le même groupe. Donc vu qu'il y avait un problème au casino, ils nous ont rebasculé sur les Folies Bergères. Mais est-ce que c'est la même capacité aussi je crois que c'est non, il y a une légère différence. Mais là je l'ai plus en tête. Mais non, c'est un peu plus grand, les Folies. Mais en tout cas, ce n'est pas la même disposition. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à retravailler. Ouais, parce qu'aux Folies Bergères, les sièges sont vraiment fixes. Au casino, on peut les enlever. Donc moi, j'avais déjà géré tout ça. Donc il fallait tout revoir. Les visuels, il fallait refaire les visuels. Donc à 24 heures, on refait les visuels. Les affiches pantalons pour la devanture. On refait les visuels des réseaux sociaux. On remanie la communication. On fait appel aux influenceurs pour que tout le monde sache que on se dirige tous sur les Folies Bergères. Donc c'était un peu une communication à la Olivia Pope de Bassam. Ah, j'imagine. Voilà, donc Dieu merci, avec l'appui des artistes, parce que j'entends aussi souvent qu'on dit que bon, les artistes ne s'impliquent pas, ça peut arriver, mais là pour le coup, Azaya et Djily Kaba Bintou ont joué le jeu, ils ont fait appel à leur communauté qui s'est levée, et puis voilà. Et en tant que communicatrice, directrice de communication qui hésite, ce rapport-là aussi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les artistes doivent être impliqués lorsqu'il y a des concerts les concernant, ou non, c'est le promoteur ou la boîte en charge du concert qui doit faire tout le taf? Pour moi, ça coule de source. C'est du 50-50 ou Non, c'est pas du 50-50, mais ça coule de source qu'il faille que l'artiste s'implique un minimum. Pourquoi? J'allais dire because. Voilà. Parce que les fans viennent voir qui? Ils viennent voir l'artiste. Donc, les fans ne connaissent pas forcément le promoteur. Il incombe au promoteur quand même d'établir une bonne stratégie, un bon plan promo, un bon plan de communication pour pouvoir vendre son spectacle, parce que ça reste du commercial. Mais au-delà, ça reste aussi de la communication. Et beaucoup de gens dans différents corps de métier ne se rendent pas compte de l'impact, de l'importance que représente la communication dans tout. D'accord, que ce soit dans la musique ou que ce soit ailleurs, je veux dire qu'on a l'impression que la communication vient en dernier lieu, mais c'est le centre. Un artiste doit
pouvoir communiquer quand même sur le concert qui le concerne. Mais c'est vrai que l'artiste est beaucoup plus à l'aise à le faire lorsqu'il sent que le promoteur sait de quoi il parle aussi. Et c'est aussi le problème. Quand un artiste arrive sur le terrain et qu'il a l'impression que ça part dans tous les sens et que ce n'est pas forcément structuré, qu'il n'y a pas de planning, qu'il n'y a pas de budget clair, qu'il n'y a pas de machin. Ou que le promoteur veut s'appuyer que lui sur sa notoriété, il y a un problème aussi. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois pouvoir vendre. Si tu prends un artiste, tu sais comment le vendre. Voilà. Si tu vas, je veux dire que, voilà, c'est comme tout commerce. Lorsque on achète quelque chose chez le grossiste, on sait comment le vendre en détail. Voilà. Donc, si tu prends un gros artiste, tu sais comment vendre ses tickets. Donc, comment tu vas communiquer avec les fans, comment tu vas susciter l'intérêt, comment tu vas créer cette envie d'empressement pour que les gens aient envie d'acheter les tickets. Finalement, le problème qu'on a eu avec le Casino de Paris, on va dire que même stratégiquement, ça nous a un peu aidé. J'ai envie de dire parce que ça crée un effet d'urgence. Quand on reprend la communication, les gens se rendent compte que il faut y aller là cette fois-ci. Donc je pense que pour revenir à ta question, la responsabilité quand même incombe au promoteur, mais il est important que l'artiste participe également parce que c'est toi qu'on vient voir. C'est pas le promoteur, c'est toi qu'on vient voir. Donc il y a un minimum, je pense quand même aller 30 à 40% d'investissement qu'il faut relayer, juste porter le projet, c'est important. C'est important. Djely Kababuntu et Azaya vont jouer le jeu. Et ça va être la folie aux Folies Bergères. Ouais, c'était la folie aux Folies Bergères, oui. Et Niki de Bassam, l'artiste, la créatrice, comment est-ce qu'elles se sont à ce moment-là? Ah, mais j'étais par Mons et par Vaux, c'est-à-dire que oh là là, j'étais par Mons et par Vaux, hein. J'ai pas eu le temps de profiter du spectacle parce que, puisqu'on a tout repris à zéro 24 heures avant, mais en tout cas, j'étais très satisfaite de l'équipe qui m'a entourée parce que tout le monde a joué le jeu. Dans la précipitation, on a eu aussi un soutien important de l'ambassade de Guinée, Monsieur Senkoun, que je salue aussi, qui a été d'un grand soutien et qui s'est déplacé également. Donc tout ça, ça a permis aussi de vendre ce spectacle. Ouais. Et on va faire un zoom sur l'actualité de Niki en ce moment. On voit que tu es à fond sur Lady Ponce. Tu en avais parlé tout à l'heure. Mais il y a Djely Kababuntu aussi. C'était au four et au moulin. Il y a du boulot. C'est des EP, c'est un album, voilà. Alors, pour les deux, Lady Ponce, c'est un album. Oui, les deux, c'est un. Là, c'est pas un secret de Polichinelle. En tout cas, Lady Ponce, on vient de sortir le 17 janvier 2025 son album, produit entièrement par Kézit et valorisé par Kézit Communication. Voilà. Et là, on travaille aussi sur la prochaine sortie de Djely Kababuntu qui est en pleine forme. Voilà. Jeune dame. Ah oui, Jeune dame, tout le monde aime cette chanson. Voilà le clip justement que vous voyez sur Trace Africa, enfin en tout cas sur cette chaîne-là de diffusion musicale. Écoutez, c'est Kézit Communication qui envoie le clip justement de Djely Kababuntu Jeune dame sur les chaînes télévisées pour qu'elle puisse être en rotation et être connue. Et là, comme je disais, elle est très en vogue en ce moment. Elle a une appétence qui ne saurait être qualifiée. Donc elle nous prépare un grand concert du côté de Conakry. Donc on travaille un peu sur tout ça. Il y a vraiment du boulot. Ouais. Et auparavant, tu disais qu'en tant que femme, tu étais nourrice et tout. Aujourd'hui, lundi, Niki est en France. Mardi, au Cameroun. Vendredi, en Côte d'Ivoire. Dimanche, en Guinée. En tant que femme, dans ce milieu, comment est-ce qu'on s'organise? Comment on vit? Parce que ça demande, hein. Ça demande énormément. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices, d'investissement. Et je pense que, encore une fois, si on n'est pas passionné, on peut pas tenir en tant que femme ou en tant que jeune nourrice. C'est, en tout cas, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Et comment on jongle avec tout ça? On s'organise avec son compagnon. En tout cas, on s'organise à ce que les enfants soient gardés à ce moment-là. On s'organise aussi, moi j'ai eu la chance d'être aidé aussi par ma mère, ma petite sœur, qui gardait souvent ma première fille. Donc du coup, c'était vraiment, il faut du soutien. Il faut du soutien ou alors tu fais garder tes enfants. Et il n'y a pas d'heure, comme je le disais, voilà, en tant que maman,
en tant que compagne, il faut avoir quelqu'un aussi qui comprenne ce que tu fais parce que moi, je peux très bien être dérangée un dimanche parce qu'il y a quelque chose qui se passe du côté d'une je ne sais où. Il faut pouvoir réagir. Je peux avoir des événements qui demanderont à ce que je rentre à 22h. Ou sinon plus tard aussi. Ou sinon plus tard. Donc c'est de l'organisation. C'est de l'organisation. On fait au mieux. Mais en tout cas, il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut s'organiser, compter sur. En tout cas, ne pas hésiter à demander de l'aide. Okay. Et être passionné. C'est la passion en fait l'essence de tout ça. Sinon. Okay. Et dans cette émission, non seulement on parle des réussites, de ce qui a fonctionné, de comment est-ce que tout est parti, mais on parle aussi des échecs. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté de toi, où tu t'es dit que est-ce que ce secteur il est vraiment fait pour moi? Est-ce que je continue là-dedans ou est-ce que tu as eu ce genre de moment de remise en question, de vouloir tout arrêter? Oui, enfin, pas vraiment. Parce que c'est vraiment, je sais même pas ce que je ferais en dehors du showbiz ou de la communication. Mais oui, j'ai déjà eu des moments de baisse parce qu'en tant que femme, c'est pas toujours évident d'évoluer sainement dans ce milieu-là, parce qu'il faut savoir faire respecter sa parole, c'est-à-dire que faire respecter ses positions. C'est-à-dire imposer ses idées parce que c'est un milieu quand même assez machiste pour ne pas faire la féministe du dimanche jour de pétanque, c'est pas ça l'idée, mais je veux dire que il y a des moments où c'est pas évident. Et puis le monde artistique est un milieu assez pas anarchique, mais en tout cas ça va dans tous les sens. Donc il y a des moments où ça peut fatiguer. Ça peut fatiguer. Et la parole des femmes aussi, ça j'y reviens, j'insiste là-dessus, la parole des femmes et le professionnalisme des femmes aussi n'est pas mis en valeur comme je pense qu'il devrait être mis en valeur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va approcher certaines personnalités, mais qui vont voir autre chose que la professionnelle qu'on est en fait. D'accord. Donc il faut avoir du caractère. Hein. Il faut avoir du caractère pour pouvoir imposer son opinion, son projet. Donc il y a des moments où ouais, si t'es pas soutenu dans ton équipe, t'as pas envie de. En tout cas, moi je suis comme ça. Mon mentor me disait souvent, t'as besoin d'être aimé toi pour bien travailler. Je comprenais pas pourquoi. Enfin, j'ai pas besoin de l'amour des gens. Je me dis mais n'importe quoi. Mais en fait, j'ai besoin d'avoir une bonne ambiance autour de moi. Sinon, en fait, je peux pas. Je peux pas. Tu peux pas déployer ton plein potentiel. Je peux pas. C'est pas possible. En tant que directrice de KZ Communication, aujourd'hui, quel regard est-ce que tu portes sur l'industrie musicale dans nos différents pays d'origine, en Afrique notamment? Ah non, mais on voit qu'il y a beaucoup de pépites, c'est l'effervescence. En pleine éclosion. Enfin, il y a plein de belles choses qui se passent. Mais quel est ton regard aujourd'hui par rapport à ça, au professionnalisme, etc. Il était temps. Enfin, j'ai envie de dire, il était temps. J'ai envie de dire que KZ est arrivé sur le territoire depuis belle lurette, depuis 2013-14, donc Sawagé, 2013-14, sur le Mali, avec cette envie justement de mettre en avant en tout cas de déclencher cette effervescence. Mais c'est pas évident d'arriver avec des envies avec la casquette occidentale et de la faire entendre et de la faire épouser par les personnes locales. Ça a été du travail et je pense que KZ a abattu ce travail-là en éduquant, en formant aussi les artistes, parce qu'on a fait des formations aussi sur place. Donc aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe sur le terrain, je me dis enfin les artistes ont compris qu'ils peuvent vivre de leur art, ils ont compris qu'ils peuvent en tout cas s'émanciper de manière à l'international, mais ça met aussi en avant beaucoup de choses. Ça met aussi en avant que c'est un terrain qui a encore besoin de se former sur le plan de l'industrie, sur le côté business du show, qui a besoin de se former sur la gestion des droits d'auteur, sur les répartitions, sur tout ça. Donc c'est bien, mais attention. J'interpelle, il faut se former et être très, très accompagné. Et un petit mot aux personnes qui nous regardent, parce que c'est bientôt la fin de l'émission. La phrase bateau. Voilà. Croyez en vous. Et non, mais voilà, soyez structurés, croyez en vous, c'est une phrase bateau, mais c'est vrai que ça définit mon parcours et soyez entourés de personnes qui savent de quoi elles parlent. C'est très important.
soyez entourés de personnes qui savent de quoi elles parlent. Et voilà, Niki, c'est la fin de cette émission. Merci. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions avec autant de clarté, j'ai de fait bienveillance. De mon mieux. J'ai fait de mon mieux. En tout cas, nous, on te souhaite plein de belles choses merci à toi. Du côté de la direction avec Kayzit. Oui, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de te recevoir. Moi aussi, c'était un grand plaisir. Je souhaite longue vie, en tout cas, à Confession Créative. Merci. Voilà, donc j'espère vous envoyer même mes artistes aussi, pourquoi pas. On est preneur. Voilà, je vous enverrai, je vous inclurai dans le plan promo maintenant. Super, super. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, Niki. Alors, vous nous abonnez. Merci de regarder Confession Créative. Aujourd'hui, c'est terminé. On vous donne rendez-vous très prochainement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification.